Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette conférence en visio qui est consacrée au décret du 2 juillet 2020 ainsi qu'à l'arrêté, on en reparlera aussi, du 2 juillet 2020, arrêté sur le formulaire de vote par correspondance. Et l'occasion nous est donnée de faire le point, une présentation qui se veut une présentation nécessairement imparfaite, eu égard au temps qui nous est imparti. Mais il nous a semblé aux éditions Edilex qu'il était nécessaire de signaler un certain nombre de thèmes qui étaient abordés par ce décret du 2 juillet 2020. Vous savez qu'il s'agit d'un texte qui permet la mise en œuvre des dispositions à la fois de la loi Elan, mais aussi de l'ordonnance Elan du 30 octobre 2019. Il était nécessaire pour que certaines de leurs dispositions entrent en vigueur, que cette disposition réglementaire intervienne. C'est chose faite. Et pour m'accompagner pendant cette heure et demie, j'accueille Jean-Luc Lieuteau, qui est administrateur de biens et qui est président de l'UNISPACA, que je remercie d'avoir accepté de nous accompagner pour évoquer la vision également du praticien, puisque on va être amené à rappeler un certain nombre de textes qui sont intervenus dans un premier temps dans la loi ou l'ordonnance Elan et ensuite traduit dans le cadre de ce décret du 2 juillet. Et à côté de la position que je peux appeler du juriste de façon générale, il nous a semblé intéressant d'avoir l'expérience et l'expertise d'un praticien qui connaît très très bien le droit de la copropriété, et puis de mettre l'accent sur certaines dispositions qui peuvent être justement intéressantes pour à la fois les copropriétaires et puis les gestionnaires de copropriété, mais aussi d'attirer l'attention sur des points particuliers qui peuvent gêner l'administration de l'immeuble, ou encore qui vont être possiblement l'objet de contentieux par la suite. Donc, je le remercie d'apporter son avis sur les questions que je vais lui poser. Étant précisé, vous avez peut-être déjà vu vous voyez le nombre de participants qui s'affiche, qu'on ne pourra pas répondre nécessairement aux questions qui vont être posées. On va essayer, dans la mesure du possible, de prendre en considération certaines questions qui seront posées pendant cette heure et demie. Parallèlement, Edilex nous a communiqué d'autres questions qui, à titre préparatoire, avaient été posées par certains d'entre vous, et on en a sélectionné quelques-unes. On n'a pas pu bien entendu sélectionner toutes les questions qui nous ont été soumises, mais on essaiera dans la mesure du possible d'y apporter des réponses pratiques, notre vision de ces textes, puisque certaines questions sont très très intéressantes, qui ont des portées concrètes auxquelles on va essayer d'apporter un semblant de solution, même si, encore une fois, vous le savez qu'il faudra que le temps fasse son œuvre. On aura peut-être aussi l'occasion d'évoquer certaines solutions qui seront dégagées par la jurisprudence. Alors, je vous propose, et encore une fois, c'est très imparfait, mais je vous propose d'aborder certains aspects qui ont été traités par le décret du 2 juillet, et nous envisagerons successivement les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées, le droit des petites copropriétés, plus exactement les copropriétés de petite dimension, certains aspects de procédures judiciaires qui sont abordés par le décret du 2 juillet, les notifications et les mises en demeure qui ont été également traitées par le décret, et puis classiquement les dispositions qui touchent à la fois au syndic de copropriété, à ses missions, le conseil syndical, et puis pour terminer, et je dirais que c'est peut-être la partie la plus importante en volume en tout cas, c'est l'Assemblée générale avec les mesures qui ont été adoptées à la fois par l'ordonnance Elan, mais qui se traduisent concrètement dans le texte du 2 juillet et permettent une application qui soit la plus pratique possible, en précisant également que nous ferons un petit rappel et nous ferons une référence à ce qui vous intéresse aussi, je pense, de manière très, très importante, c'est l'application de dispositions exceptionnelles au lendemain de ce qu'on appelle les ordonnances Covid, puisque vous savez que jusqu'au 31 janvier 2021, les assemblées générales vont pouvoir se tenir dans des conditions très particulières où justement, et on l'évoquera, le syndic de copropriété a un rôle déterminant à jouer. Et donc, on essaiera aussi de signaler quels sont les impacts de ces règles exceptionnelles qui ont été visées par l'ordonnance du 25 mars
2020, dans sa version de l'ordonnance du 20 mai 2020, si ma mémoire est bonne. Alors, je vous propose d'aborder tout de suite le premier thème et d'aborder la question des travaux d'accessibilité. En effet, il faut se souvenir que l'ordonnance du 30 octobre 2019 est venue créer un article particulier dans la loi de 65, l'article 25.2, qui permet à un copropriétaire de réaliser des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou en mobilité réduite, qui lui donne le droit de réaliser ces travaux, sauf opposition exprimée par l'Assemblée générale. Et donc, dans ce cadre-là, un copropriétaire va informer le syndic de son désir de réaliser des travaux ayant pour objectif l'accessibilité. Et ensuite, il appartient au syndic de copropriété de poser la question à l'Assemblée générale, souhaitez-vous refuser la réalisation de ces travaux? Je le rappelle, malgré ce que j'ai pu entendre à différents endroits, que ça n'est pas le droit pour un copropriétaire de faire les travaux d'office. Il ne peut pas les faire dans son coin et ensuite dire au syndicat des copropriétaires, je vous informe que j'ai effectué ces travaux, mais en revanche, il a le droit de faire ces travaux sous réserve d'avertir préalablement, donc a priori, le syndicat des copropriétaires, syndicat qui se réserve le droit dans des conditions prévues par le texte, je n'irai pas dans tous les détails, le syndicat qui se réserve le droit de refuser, dans certains cas particuliers, la réalisation de ces travaux. Donc, on avait le principe qui était posé par la loi de 1965 dans son article 25.2, et ensuite, on attendait les dispositions d'application de cette disposition, et ça a été l'objet des articles 10.1, 10.2 et 10.3 nouveaux dans le décret de 67, où l'on nous explique que le copropriétaire qui doit avertir le syndic de la copropriété va le faire grâce à la communication d'un certain nombre d'informations, notamment un descriptif détaillé des travaux. Il va expliquer concrètement en quoi vont consister ces travaux, où ces travaux pourraient être réalisés, quelle est l'importance finalement de ces travaux avec une étude technique. Je pense notamment au cas de l'ascenseur qui va impliquer l'intervention d'un architecte. Et sur la base des informations qui sont données par le copropriétaire, le syndic va indiquer un point d'information à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale et parallèlement, et ça c'est prévu par l'article 10.2 du décret de 1967, au lendemain du décret du 2 juillet, le syndic de copropriété va devoir poser la question à l'Assemblée générale, souhaitez-vous refuser les travaux qui sont envisagés par le copropriétaire, et je vous informe que ce refus ne peut être fondé que sur, par exemple, l'atteinte à la destination de l'immeuble ou l'atteinte à la structure de l'immeuble. Jean-Luc, vous nous confirmez que dans ce cas-là, il peut y avoir un risque, notamment un risque lié à la rédaction par le syndic de copropriété du projet de résolution, parce qu'on peut être amené à reprocher au syndic de copropriété une rédaction du projet de résolution telle que ça ne pouvait déboucher que sur un refus. Enfin, c'est un exercice qui est un peu particulier. Il n'est pas question pour un copropriétaire de lui-même rédiger le projet de résolution visant à refuser les travaux qu'il envisage, parce qu'autrement ce ne serait pas logique et ça n'aurait pas de sens. Mais en revanche, le rôle du syndic, là, va être délicat. Tout à fait. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors effectivement, Frédéric Laloy a inversé le processus, puisque préalablement, c'était le copropriétaire qui faisait la demande et qui était tenu de proposer lui-même le projet de résolution, alors que maintenant, effectivement, il appartient au syndic, en fonction d'un mode d'information qui lui sera communiqué par le demandeur, de mettre en œuvre et de proposer à l'Assemblée générale une résolution, je dirais, bien argumentée, parce que sinon, ça fera toujours l'objet éventuellement d'une contestation éventuelle, soit du demandeur, soit de la copropriété. Sachant qu'effectivement, la copropriété doit motiver son refus, effectivement, pour des questions, soit d'accessibilité de l'immeuble qui serait réduite dans les immeubles anciens, soit des problèmes, effectivement, d'incompatibilité avec les commerces aux alentours, etc., etc. Donc tout ça, ça nécessite quand même, effectivement, beaucoup de précautions de la part du syndic qui doit réaliser sous sa responsabilité le projet de résolution. Et donc, on est d'accord que ça n'est pas, vous l'avez signalé, une autorisation, hein, puisque c'était le cas auparavant. Auparavant, il fallait que ce soit des travaux qui soient adoptés à la majorité de l'article 24. Tous les travaux qui sont
qui ont pour origine le copropriétaire vont pouvoir être réalisés, sauf opposition. C'est l'autorisation, c'est la possibilité de réaliser ces travaux, sauf opposition. C'est la non-opposition à travaux qui va permettre de justifier qu'un copropriétaire puisse réaliser les dits travaux. Avec la précaution également, et j'en termine par là, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, c'est que le décret à l'article 10.3 prévoit que même s'il n'y a pas de refus de ces travaux par l'Assemblée générale, le copropriétaire concerné devra attendre l'écoulement du délai de 2 mois, parce que vous l'avez dit, il se peut très bien que certains copropriétaires qui sont opposants à l'absence de refus, c'est-à-dire qui ont voulu s'opposer aux travaux, puissent contester la décision émanant de l'Assemblée générale. Donc, même s'il n'y a pas refus de la part de l'Assemblée générale, il faut être prudent, il faut attendre l'écoulement du délai de 2 mois, et passé ce délai de 2 mois, le copropriétaire saura qu'il ne peut plus rien lui arriver et que personne ne pourra s'opposer à l'avenir à la réalisation de ces travaux. Tout à fait. Le deuxième point que l'on voulait aborder avec vous concerne, je dirais, l'une des innovations importantes de l'ordonnance Elan, c'est un droit des copropriétés de petite dimension. Depuis très longtemps d'ailleurs, on signalait un petit peu partout, que ce soit les gestionnaires, voire les copropriétaires, que le caractère impératif de la loi 65 n'était pas nécessairement adapté à des petites copropriétés ou des copropriétés comportant un petit nombre de lots, voire à des copropriétés qui ne soient composées que de 2 copropriétaires. Et depuis très longtemps, certains militaient en faveur d'un assouplissement des règles du statut de la loi de 1965 en faveur de ce qu'on a appelé les petites copropriétés. C'est chose faite, vous le savez, avec l'ordonnance du 2 juillet, du 30 octobre, puisque les articles 8 et suivants ont déterminé un droit des copropriétés de petite dimension. Et là, on distingue 2 aspects, puisque ce droit des copropriétés de petite dimension doit être distingué en 2 parties. On a tout d'abord ce qu'on appelle les petites copropriétés, je rappellerai rapidement en quoi cela consiste. Et puis ensuite, on a ce qu'on peut appeler les copropriétés à 2. Et les règles peuvent être différentes. En tout cas, elles peuvent se compléter. Ça, on m'avait déjà posé la question préalablement. Et je pense qu'on peut effectivement avoir des règles qui vont se chevaucher dans certaines hypothèses particulières. Mais autrement, on a un droit des petites copropriétés, 41.8 à 41.12 de la loi de 1965. Et puis ensuite, on a le droit des copropriétés à 2, qui est peut-être encore plus souple que celui qui a été mis en place pour les petites copropriétés. Alors très rapidement, je vous rappelle qu'une petite copropriété, au sens de l'ordonnance et au sens donc de la loi de 65 aujourd'hui, c'est une copropriété qui a au plus 5 lots, on va dire principaux, c'est-à-dire des lots à usage d'habitation, de bureaux ou de commerce, ou alors, deuxième hypothèse de petite copropriété, un syndicat de copropriétaires qui voit son budget prévisionnel moyen sur 3 exercices consécutifs être inférieur à 15 000 euros. Donc, on peut imaginer qu'il y ait 15 ou 20 lots dits principaux, mais avec un petit budget prévisionnel. Là aussi, on rentre dans les prévisions de la loi. Et puis, je vous rappelle qu'on a l'autre versant, l'autre volet des copropriétés de petite dimension, où on se trouve en présence de copropriétés dites à 2, c'est-à-dire ici, quel que soit le nombre de lots qui composent l'immeuble, 2 propriétaires se partagent la propriété de ces différents lots. Alors, ça peut être 2 lots dans le cas d'une maison, par exemple, usage d'habitation divisé en rez-de-chaussée, premier étage, ou ça peut être un immeuble plus important, mais où il existe uniquement 2 copropriétaires, et les conditions donc, du statut de la copropriété sont réunies, puisque pluralité de propriétaires, le pluriel, commence à 2. Et donc, un certain nombre de décisions ont été adoptées dans le cadre du décret du juillet. Alexandra, je crois qu'on vous entend. Voilà, votre micro, voilà, merci. Et donc, un certain nombre de dispositions dans le décret visent à mettre en œuvre les prévisions de l'ordonnance Elan. Par exemple, j'en cite quelques-unes, dans les copropriétés, par exemple, les petites copropriétés, le fait que, exceptionnellement, on puisse avoir la possibilité de réaliser une consultation écrite. Ça, c'est important, puisque c'était jusque-là prohibé par le statut de la copropriété, ce qui était relié également par la jurisprudence. On peut prendre des décisions par voie de consultation écrite, voire à l'occasion d'une réunion informelle.
pas une assemblée générale, entre les différents copropriétaires, et notamment le décret de 1967, postérieurement au décret du 2 juillet, prévoit que ces décisions vont être mentionnées dans un procès-verbal qui va être communiqué au syndic et qui doit notamment insérer ces procès-verbaux dans le cadre du registre des assemblées générales, comme on le fait habituellement, même s'il n'y a pas techniquement la réunion d'une assemblée générale où il y a une consultation écrite. Donc, un assouplissement notable des règles du statut de la copropriété dans le cadre des petites copropriétés. Et puis, autre volet, et j'arrête là, je laisserai ensuite Jean-Luc Leteau évoquer certaines questions que je vais lui poser. Dans les copropriétés à deux, la possibilité, là encore, de prendre des décisions en dehors d'une assemblée générale, à la condition que les copropriétaires soient tous les deux d'accord, qu'il y ait unanimité, mais aussi, et ça doit parler à certains d'entre vous, on a levé ce fameux verrou, cette fameuse application qui était jugée trop rigoriste de la voix du copropriétaire majoritaire. Puisque dans une copropriété à deux, on devait jusqu'à présent appliquer la règle habituelle. Lorsqu'un copropriétaire a la majorité des voix au sein du syndicat, on réduit ses voix au total des voix des autres copropriétaires. Dans le cas d'une copropriété à deux, ça signifie que le copropriétaire majoritaire voit ses voix réduites au total des voix de l'autre copropriétaire. Ce qui veut dire que s'il y a opposition d'intérêt, de point de vue entre les copropriétaires, il y a nécessairement blocage, puisque toutes les décisions dans les copropriétés à deux devaient jusqu'à présent être décidées à l'unanimité des deux copropriétaires. On a levé ce fameux verrou, puisqu'on permet, je ne rentre pas là non plus dans tous les détails, mais on a levé cette interdiction pour les copropriétaires majoritaires, puisqu'un copropriétaire majoritaire aujourd'hui peut adopter seul toutes les décisions qui relèvent de l'article 24 de la loi 65, hormis l'approbation des comptes et le vote du budget prévisionnel. Et il peut même décider que le syndic de copropriété, qui est pourtant décidé à la majorité de l'article 25, soit désigné de l'identité du syndic de copropriété, ce qui permet à des syndicats d'être dotés d'un syndic. Et là encore, le décret du 2 juillet est venu apporter des précisions, notamment sur le fait que il y ait une nécessaire coordination entre le syndic de la copropriété et le copropriétaire, par exemple, qui prend la décision et la décision seule. Et il sera important d'assurer cette traçabilité des décisions via également un procès verbal qui permette au syndic de mentionner dans le registre de l'Assemblée générale les décisions qui ont été adoptées par ce fameux copropriétaire majoritaire. D'après vous, Jean-Luc, est-ce qu'il y a une véritable simplification qui est apportée? Puisque oui, on a des dispositions rigoureuses qui sont écartées, mais est-ce que d'après vous, c'est une bonne chose d'avoir permis, par exemple, des décisions hors assemblée générale ou permettre à un copropriétaire majoritaire d'adopter seul un certain nombre de décisions qui intéressent le syndicat? Je pense qu'il faut dissocier deux problèmes. Le premier, c'est effectivement la question des copropriétés de moins de 5 lots, ou de moins de 15 000 € de budget, où là, effectivement, il y a une certaine simplification, puisqu'on n'est plus tenu de passer par les assemblées générales, etc., etc. Et là, de ce côté-là, c'est quand même beaucoup plus simple, d'autant qu'on a vu, on verra plus tard, c'est également le vote par correspondance qui va avoir un rôle important à jouer. De ce côté-là, il y a une certaine avancée, une avancée certaine qu'on ne peut pas contester. Par contre, pour les copropriétaires à deux, je dirais que le problème n'est pas réglé. Parce que avant, les copropriétaires étaient tenus quelque part à l'unanimité de prendre leurs décisions, puisque c'était 50-50. Aujourd'hui, il y a un copropriétaire majoritaire qui va prendre un certain nombre de décisions qui pourront toujours être attaquées par le copropriétaire minoritaire. Donc ça risque aussi d'ouvrir la porte à un certain nombre de contentieux. C'est surtout pour régler les problèmes entre deux copropriétaires. Parce que une copropriétaire, deux copropriétaires, déjà, si elle prend un syndic, c'est qu'il y a un souci. C'est que les deux copropriétaires ne sont pas capables de s'entendre entre eux. Je joue un peu contre ma paroisse, mais c'est ça. Donc déjà, c'est qu'il y a une situation qui est un petit peu tendue. Voilà. Dans les copropriétés de 2 à 5 lots, de 15 000 €, ça c'est totalement différent, effectivement. Et là, il y a quand même une avancée certaine, puisqu'il y a une simplification par ces documents qui sont signés par les copropriétaires, mais hors
assemblée générale. Oui, puisque d'ailleurs c'est le sens de ce que je rebondis sur ce que vous dites parce que c'est le sens d'une remarque qui a été faite par l'un des participants à notre réunion, c'est que il y a un risque d'abus de majorité aussi. Ou en Bien tout sûr. cas, cet abus de majorité peut être argué par un autre copropriétaire, le copropriétaire dit minoritaire, en disant vous avez pris des décisions qui vont vous intéresser davantage à titre personnel. En tout cas, vous avez choisi telle ou telle entreprise, par exemple, pour réaliser les travaux. Je pense au ravalement de façade. On l'évoquait hier d'ailleurs pour préparer cette réunion. Le ravalement de façade peut être décidé par le copropriétaire majoritaire, puisque c'est une décision qui relève de la majorité de l'article 24, ce qui veut dire aussi qu'il va décider de l'entreprise qui va faire les travaux, il va décider du montant des travaux, quitte à ce que le copropriétaire minoritaire agisse en justice pour faire en sorte d'obtenir l'annulation de la décision qui a été prise. Donc on a effectivement la volonté, vous l'avez dit, de limiter le contentieux, c'était en tout cas l'intention de départ, notamment aussi le fait que vous disiez que s'il y a un syndic, effectivement, c'est qu'il y a une difficulté particulière. Moi, je me souviens d'hypothèses dans lesquelles on va devoir désigner un administrateur provisoire également, faute pour les copropriétaires de s'entendre sur l'identité du syndic. Et l'un des objectifs qui a été poursuivi par les auteurs de l'ordonnance Elan et dans sa continuité par le décret du 2 juillet, ça a été d'éviter, de limiter en tout cas le recours à la justice, d'éviter le recours à l'administrateur provisoire pour essayer de régler leurs problèmes. Donc, je pense qu'on a, vous avez raison, de déplacer le contentieux. Si on veut régler le contentieux lié à l'impossibilité pour les copropriétaires de s'entendre, parce que ça pouvait avoir des effets pervers, si les copropriétaires ne s'entendaient pas, l'entretien de l'immeuble, comme toutes les décisions de prise à l'unanimité, y compris celle de l'article 24, l'immeuble pouvait se dégrader, l'immeuble pouvait dépérir. On n'est pas d'accord non plus sur le changement de la chaudière, sur certains aspects qui peuvent être importants. Donc ça, effectivement, un copropriétaire majoritaire pourra dire à ce moment-là, moi, je décide que, via éventuellement la passerelle de l'article 25.1, mais on est dans l'hypothèse où et là encore, je m'avance un petit peu, mais on verra ça à l'usage. Mais en revanche, on déplace le contentieux parce que, bien entendu, si on rétablit les voix du copropriétaire majoritaire, celui qui est en position de force va pouvoir imposer sa volonté. En tout cas, ça va être mal perçu par l'autre copropriétaire. Donc, on est dans une hypothèse où je pense qu'on n'aura pas nécessairement réduit le contentieux, on l'aura déplacé. En cas de non-respect par les syndics, quelles sont les sanctions, nous demande un participant. Pas de sanctions particulières, en tout cas, il n'y a pas de disposition qui prévoit expressément telle ou telle conséquence au non-respect des copropriétés, soit de petites dimensions, soit des copropriétés à deux. Mais en revanche, je dirais que c'est le droit commun à la fois du statut de la copropriété qui va s'appliquer et les règles que la jurisprudence a mises en œuvre à l'occasion de ces conséquences, ou alors le droit commun de la responsabilité civile, c'est-à-dire un tel a commis une faute qui m'a causé un préjudice et j'engage sa responsabilité pour solliciter notamment soit une remise en état, soit des dommages à intérêts. Je vous signale également que dans le cas des petites copropriétés, mais il n'y a quasiment aucune disposition, sauf une que je voudrais signaler dans le droit des copropriétés à deux, les auteurs de l'ordonnance de 2019 se sont très largement inspirés, pour certaines des dispositions de la loi, du droit de l'indivision dans le Code civil. Si vous regardez les derniers articles dans la loi de 65 consacrés aux copropriétés à deux, vous vous rendrez compte qu'on s'est servi, on a puisé dans le vivier du Code civil, du droit commun de l'indivision, pour adopter un certain nombre de règles, et notamment la règle selon laquelle, si un copropriétaire bloque une décision alors que c'est dans l'intérêt général, lorsque l'intérêt commun est en péril, on pourra recourir au président du tribunal judiciaire pour que celui-ci puisse autoriser une décision qui est souhaitée par l'un, mais qui est refusée par l'autre et qui peut avoir des effets néfastes. C'est également le cas, et le décret du 2 juillet en parle expressément, un copropriétaire qui reçoit de l'argent au nom du syndicat des copropriétaires ou qui expose des sommes au nom du syndicat des copropriétaires devra fournir des justificatifs, devra garder une trace de ces sommes qu'il a reçues ou des sommes qu'il a
versée au nom du syndicat. Et ça, c'est classiquement une règle qui existe depuis des années dans le droit commun de l'indivision. Donc, on a finalement utilisé des règles qu'on connaît très bien depuis des dizaines d'années, puisque le droit commun de l'indivision date en partie de 1976. Donc, on a fait des copier-coller, si on peut dire, mais avec l'avantage de savoir comment ces règles vont s'appliquer dans les copropriétés à deux. S'agissant des procédures judiciaires, il y a un certain nombre de dispositions dans l'ordonnance de 2019 qui ont impacté les actions en justice, mais je voudrais me concentrer sur une qui a fait grincer des dents, et ça tombe bien que j'ai un syndic sous la main, si vous me passez l'expression, pour évoquer la question, puisque il vous a pas échappé que dans la loi de 65, il existe maintenant un certain nombre d'alinéas à l'article 15 de la loi sur la possibilité pour l'Assemblée générale de donner une délégation au président du conseil syndical en vue d'agir en justice contre le syndic en exercice. Et on nous dit qu'à défaut de président du conseil syndical, l'action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix du syndicat. Alors on sait comment ça se passe en pratique si notamment le syndicat des copropriétaires n'est pas content du syndic de copropriété, soit on ne renouvelle pas son mandat lors de la prochaine AG, soit on le révoque si on considère que les fautes sont suffisamment graves pour justifier cette révocation. Mais là, ce qui est curieux, c'est qu'on permet au président du conseil syndical, par exemple, d'agir en justice contre le syndic en exercice. C'est-à-dire que le syndic qui est toujours là, qui va voir une action en responsabilité engagée au nom du syndicat contre lui par le président du conseil syndical, voire par un ou plusieurs copropriétaires. Est-ce que vous pensez que l'instauration de ce type de délégation va prospérer, ou en tout cas, qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité qui est conférée à l'Assemblée générale de donner mandat en vue d'agir contre le syndic de la copropriété? Alors, moi, je pense que déjà, la gestion, l'administration d'une copropriété est devenue, depuis 1965, excessivement compliquée, et qu'une copropriété ne peut être convenablement gérée que s'il y a un bon conseil syndical et un bon syndic. S'il y a un déséquilibre entre les deux, ça ne fonctionne pas. Et on dit toujours qu'il y a des syndics qui ne sont pas forcément très bons, et il y en a dans toutes les professions, que ce soit des bouchers, des charcutiers ou des médecins, et ce n'est pas la majorité. Et nous savons, nous également, en tant que praticiens, et vous également, que au niveau des conseils syndicaux, ça ne fonctionne pas toujours, ce n'est pas toujours le monde des bourses non plus, et qu'il y a même parfois des dissensions au sein même du conseil syndical par rapport à la copropriété. Donc tout ça, c'est quand même assez compliqué. Il ne s'agit pas pour le syndic de se défausser devant ses responsabilités, loin de là, puisque dès l'instant où il est nommé syndic, il est responsable de sa gestion. De déléguer à une personne qui serait le président du conseil syndical le soin d'engager des frais au nom du syndicat des copropriétaires, parce que ces procédures ont un coût, d'engager des frais pour un recours à l'encontre du syndic. Si cette procédure est perdue, c'est le syndicat des copropriétaires qui devra en supporter les conséquences financières. Donc je pense que s'il y a un recours contre un syndic à faire, ce recours doit être valablement voté en assemblée générale par les copropriétaires, ce qui me paraît logique, et avec bien entendu des arguments qui tiennent la route. Ceci dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si les copropriétaires ne sont pas contents de leur syndic, le plus simple, c'est effectivement de changer de syndic, sans pour autant. Alors après, engager la responsabilité de syndic parce qu'il y a eu une faute grave ou une faute lourde, dans le cas par exemple d'un immeuble qui n'a pas été entretenu, le syndic a été informé d'un risque grave dans l'immeuble et n'a rien fait, il engage sa propre responsabilité. Ça, c'est absolument évident. Ce n'est pas forcément le président du conseil. Il ne faut pas oublier quand même que n'importe quel copropriétaire aujourd'hui a le droit d'engager une procédure contre le syndic, à titre personnel. Oui. Donc ça ne change rien, à mon avis, au problème. Alors vous évoquez les frais. Alors, après, je reviens sur une question qui a été posée par un participant à la réunion. Vous avez évoqué les frais pour agir en justice. Il y avait une partie issue de l'ordonnance de 2019 qui avait été sujette à question. C'était l'alinéa dernier de l'article 15 issu de l'ordonnance. Et on verra que le décret du 2 juillet semble y répondre. Le texte nous dit, je le lis rapidement, si à l'issue d'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge,
la charge des frais de procédure est supportée par le syndic, non supportée par le syndic, est répartie entre tous les copropriétaires. On s'était posé la question de savoir pourquoi distinguer si l'action est bien fondée par le juge. Et l'interprétation que j'avais pu en donner, notamment, c'était que c'était pas logique. Si vous avez, comme vous l'avez signalé, un président de conseil syndical qui est habilité par l'Assemblée générale, donc par le syndicat des copropriétaires, pour agir en justice, que l'action soit bien fondée ou mal fondée, si le syndicat des copropriétaires échoue, par exemple, dans sa démarche, mais également si le syndicat des copropriétaires remporte le procès, eh bien, la charge des frais sera supportée par le syndicat des copropriétaires. Mais le texte semblait dire que si l'action est mal fondée, qu'est-ce qui se passe pour ces frais? Est-ce que c'est au président, par exemple, du conseil syndical d'assumer à titre personnel ces frais? Et la réponse me semble donnée par le décret du 2 juillet, puisqu'un article 49.1 dans le décret de 67 vient préciser que l'action qui est exercée aux frais du ou des copropriétaires représentant au moins le quart des voix. Ça veut dire que concrètement, le texte de l'article 15 de la loi de 65 ne fait référence qu'à l'hypothèse dans laquelle c'est un ou plusieurs copropriétaires qui prennent l'initiative d'agir contre le syndic, et c'est beaucoup plus logique. Si c'est le président du conseil syndical qui est habilité par l'AG, quelle que soit l'issue de l'instance, qu'il y ait un syndicat qui se déclarait bien fondé ou mal fondé, c'est toujours le syndicat des copropriétaires qui va assumer la charge de ses frais et de ses dépenses. En revanche, si c'est un copropriétaire qui agit, qui prend l'initiative d'agir contre le syndic, et si son action est déclarée mal fondée, c'est lui qui va devoir supporter à titre personnel les frais y afférents. Et une question qui a été posée par un participant est est-ce qu'on peut agir contre l'ancien syndic de la copropriété? Le texte semble dire que l'action est exercée contre le syndic en réparation du préjudice subi. Contre le syndic, moi j'ai tendance à penser que c'est le syndic en exercice. Quand on dit le syndic de copropriété, on aurait dû dire contre l'ancien syndic ou préciser contre le syndic en exercice ou l'ancien syndic, mais l'expression syndic de copropriété, vous savez, c'est le sens de la jurisprudence, que quand on a dépassé la durée du mandat, par exemple, on n'est plus syndic, ou quand une personne a été révoquée ou n'a pas vu son mandat être reconduit à nouveau par l'Assemblée générale, la personne n'est plus syndic de copropriété. Donc avoir signalé et avoir mentionné syndic de copropriété me semble viser uniquement, je peux me tromper, le syndic en exercice de la copropriété et personne d'autre. Donc la question des frais de justice me semble réglée par le décret du 2 juillet, décret, et j'en termine avec ça, qui précise également quelles sont les modalités pratiques de procédure permettant de saisir la justice, puisqu'on va agir devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Ce qui me semble curieux malgré tout, c'est qu'on permette une action en justice en responsabilité portée devant le président et pas devant le tribunal lui-même. Ça me semble, je ne sais pas ce que les avocats en pensent, peut-être certains peuvent réagir s'ils sont présents, mais je pense que ça peut être malgré tout. Je comprends qu'on veuille accélérer la procédure et faire en sorte qu'elle soit plus rapide, mais agir en responsabilité civile, donc au fond, devant le président du tribunal et pas devant le tribunal, ça me semble être une particularité assez curieuse. Là, je pense qu'on peut entendre un petit peu les jurisprudences en la matière. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Oui. Ça paraît quand même, une fois de plus, malheureusement, on peut déplorer que ce texte ne soit pas forcément très très bien écrit, et vous l'avez souligné. Est-ce que c'est le président, est-ce que c'est le tribunal, etc. Par contre, j'ai vu une personne qui disait, oui, mais le nouveau syndic ne voudra jamais assigner l'ancien syndic. Je rappelle que le syndic, dans une copropriété, il est là pour exécuter les décisions du syndicat et les décisions de l'Assemblée générale. Il faut se sortir de la tête que c'est le syndic qui fait la loi dans une copropriété. Ce n'est pas vrai. Ce sont les copropriétaires en Assemblée générale. Et si les copropriétaires estiment qu'il y a un recours à faire contre le précédent syndic parce qu'il a fait une erreur flagrante de gestion ou quoi que ce soit, ce n'est pas le syndic qui a son mot à dire, c'est l'Assemblée générale. Donc là, il faut, encore une fois de plus, casser le mythe du syndic qui régente la copropriété, qui décide de tout à la place des copropriétaires. Il y a dans les copropriétés un conseil syndical et des copropriétaires, et ce serait leur faire offense, je dirais, que leur enlever ce droit à prendre eux-mêmes les décisions. Parenthèse fermée.
Je suis d'accord avec vous. Et pour en terminer, je rebondis sur une question qui a été posée. La procédure accélérée au fond est effectivement une procédure qui est rendue au fond, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que ça n'est pas une décision provisoire comme ça pourrait l'être pour une action en référé. Mais ce que je voulais signaler, c'est que généralement, lorsqu'on agit en responsabilité civile, ce qui est le cas contre quelqu'un, c'est le tribunal lui-même, donc composé de 3 magistrats, qui est compétent et pas le président du tribunal, ce qui est une particularité liée à l'action en justice contre le syndic de la copropriété. J'en viens à un autre volet qui n'était pas prévu. Je dois vous avouer que j'ai été, mais je ne suis pas le seul, assez étonné de voir que dans le décret du 2 juillet 2020, qui est censé être le décret d'application soit de la loi Elan, soit de l'ordonnance Elan, on a vu des dispositions au sein des articles 64.1 et suivants du décret 67 relatives aux notifications ayant mise en demeure. Je vous rappelle que la loi Allure avait prévu les notifications électroniques. On avait un décret qui était intervenu pour nous dire ce qu'était une lettre recommandée électronique. Très bien. Et on a eu la surprise de voir dans le décret du 2 juillet et je crois savoir que le retard de la parution du décret, puisque celui-ci devait intervenir au plus tard au 1er juin, il est intervenu, vous savez, au 2 juillet. Ce retard est dû en grande partie à ces dispositions-là relatives aux notifications par voie électronique. On a aujourd'hui une réécriture des modalités de notification au sein des copropriétés. La règle étant la notification par le biais ou les mises en demeure par le biais d'une lettre recommandée classique. Bon, ça n'a pas bougé. La lettre recommandée électronique, ça n'a pas bougé non plus, mais on a aussi un nouveau moyen, je cite, c'est ce qui est visé notamment à l'article 64.2 du décret 67, au moyen d'un procédé électronique de mise en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données. Alors, un certain nombre de prévisions sont mentionnées aux articles 64.1 et suivants, je vous y renvoie, mais de façon plus générale et plus globale, je voulais savoir quel est votre sentiment en tant que gestionnaire de copropriété sur cette réforme des notifications et mises en œuvre, et notamment sur l'emploi on va globaliser, de procédés électroniques. Quelle est votre expérience depuis un certain nombre d'années? Déjà, on connaît les lettres recommandées électroniques en copropriété, en tout cas, elles sont possibles. C'est une disposition, on le sait, qui est d'ordre public, puisque l'article 42.1 qui prévoit ces notifications est d'ordre public. On ne peut pas ne pas l'utiliser, en tout cas, on ne peut pas refuser l'application de ces textes. Mais quel est votre sentiment à vous en tant que gestionnaire? Est-ce que c'est fréquent qu'on utilise ces notifications? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers sur cette question? C'est une demande forte de l'UNIS dans le cadre de la préparation, justement, de ces ordonnances, d'avoir plus de lisibilité sur ce qu'on appelle la LRE, c'est-à-dire la lettre recommandée électronique. Il y a d'abord la question du tiers de confiance, donc ça doit passer automatiquement par un tiers de confiance. J'ai vulgairement parlant, pour tous les copropriétaires, c'est la Poste ou un autre prestataire. Ça, c'est oui, maintenant, aujourd'hui, oui. Deuxième des points, surtout, sur lequel nous avons insisté, c'est que ces lettres recommandées électroniques, souvent, elles arrivaient chez le copropriétaire, à condition qu'il soit outillé pour ça, mais sans disposition particulière. Or, nous, ce que l'on voulait, justement, c'est qu'il y ait une certaine transparence et que la personne qui reçoit cette lettre recommandée électronique sache de qui elle vient. Donc là, maintenant, le copropriétaire qui va recevoir une recommandée électronique, elle ne partira pas n'importe où dans ses dossiers. Il y aura une alerte précise en disant c'est une lettre recommandée électronique qui vous est envoyée par votre syndic. Donc, il appartiendra au copropriétaire, effectivement, là, pour le coup, d'être vigilant et de savoir d'où vient cette lettre recommandée électronique. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, globalement, il y a à peu près 10% des échanges qui se font par ces lettres recommandées électroniques, et c'est quelque chose qui va se vulgariser, parce que pour pratiquer la lettre électronique, ça fonctionne quand même très bien, c'est rapide, c'est pratique, on n'a pas besoin d'aller à la poste ou quoi que ce soit, et on a l'assurance que la personne concernée a bien reçu cette lettre recommandée électronique. Après, faut-il encore, bien entendu, que nos copropriétaires en face soient, je dirais, équipés pour recevoir ces lettres recommandées électroniques. Quand on pense qu'aujourd'hui, nous demandons aux copropriétaires de nous adresser ne serait-ce que leur adresse mail pour pouvoir communiquer mieux et plus rapidement, y avoir plus de transparence, parce que tout le monde en parle, aujourd'hui. Non, oui.
à aujourd'hui, effectivement, on a un retour de 30% des copropriétaires qui nous donnent leur adresse mail. Le jour où on aura 90% des copropriétaires qui nous donneront leur adresse mail, ce sera beaucoup mieux et on n'entendra plus des plaintes de je ne suis pas au courant du fonctionnement de ma copro et ici et là. C'est quand même pratique, surtout pour les copropriétés plus ou moins importantes. Donc, lettre recommandée électronique, oui, c'est une demande de l'UNIS et c'est une avancée intéressante. Alors, je rebondis sur une remarque qui a été faite, puisque dans les commentaires ou les questions qui ont été envoyées via le chat, on a une remarque sur le délai, la clarification du délai, notamment le délai qui fait courir le point de départ du délai, notamment le délai de 21 jours pour la convocation de l'Assemblée générale. Effectivement, quand on lit le deuxième alinéa de l'article 64.2, on a une indication relativement précise maintenant, puisqu'on nous dit que le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission par le prestataire de service de l'avis électronique informant le destinataire d'un envoi électronique. Donc, on a un point de départ très précis. Et puis, on a, je dirais, vous l'évoquiez tout à l'heure, un suivi. Un suivi parce que, notamment, lorsque l'expéditeur, en tout cas celui qui est chargé de l'envoi électronique, s'aperçoit que le destinataire n'a pas ouvert le message, n'a pas pris connaissance concrètement de ce message, il y a une alerte qui lui est adressée, c'est-à-dire qu'il y a un rappel au bout de 48 heures. C'est assez rapide. Si 48 heures après l'envoi, on n'a pas de trace de la réception de ce courrier, on rappelle au destinataire qu'il a été justement l'objet d'une lettre recommandée et électronique ou d'un envoi électronique, ce qui me semble assez intéressant. Et puis, il ne faut pas oublier que l'article 64.1 du décret de 67, aujourd'hui, fait référence à quelque chose de très intéressant, et ça va concerner directement à la fois les copropriétaires et puis les syndics, c'est qu'on n'a plus besoin, a priori, sauf bien entendu, si le copropriétaire n'a pas exprimé un accord, de notifier tous les documents qui sont nécessaires à l'expression d'un vote éclairé. On peut le faire par l'intermédiaire de l'accès sécurisé en ligne dont chaque copropriétaire bénéficie. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin nécessairement d'envoyer, avec la convocation, d'envoyer sous format papier tous les documents qui sont indispensables pour que le copropriétaire puisse voter en toute connaissance de cause. On va bénéficier du placement de ces documents sur le site sécurisé, de l'extranet, pour permettre aux copropriétaires d'être informés. Bien entendu, il faut, comme pour la lettre recommandée d'ailleurs, électronique, il faut l'accord express du copropriétaire concerné, mais en revanche, ça peut être très intéressant puisque ça permettra de faire des économies aussi en termes d'envoi, puisque plus la lettre recommandée est volumineuse, je parle de la lettre recommandée papier, plus le tarif est important. Là, on est sûr que les copropriétaires ont à leur disposition l'intégralité des documents qui sont susceptibles de fonder leur décision. Et c'est important dans la mesure où un certain nombre de documents sont imposés à peine de nullité de la résolution. Puisque vous savez, si on ne transmet pas à ces copropriétaires les documents qui sont imposés par la loi, eh bien à ce moment-là, c'est un motif d'annulation de la décision d'Assemblée générale. On passe, si vous le souhaitez, si vous l'acceptez, au syndic de copropriété. Alors, je dirais paradoxalement, on n'a pas énormément de dispositions dans le décret du 2 juillet 2020 qui concerne le représentant légal du syndicat des copropriétaires. Les modifications les plus importantes, mais qui n'avaient pas besoin de dispositions d'application, figurent dans l'ordonnance. Et là, puisque vous le savez, on a réécrit les dispositions relatives aux résiliations et donc aux révocations du mandat de syndic, et également au cas dans lesquels on ne voulait pas renouveler le mandat du syndic. Toutes ces dispositions-là n'avaient pas besoin de dispositions complémentaires et sont effectivement applicables au syndic de copropriété. 2 ou 3 petites modifications, en revanche, sont apportées au décret de 67 s'agissant du syndic, et je pense notamment, et là je voudrais également votre avis, Jean-Luc, sur la disparition de la dispense du compte séparé, puisque ça c'était effectivement une mesure phare de l'ordonnance Elan, puisqu'il n'est plus possible, en tout cas, ça va rentrer en vigueur au 31 décembre de cette année, de dispenser le syndic professionnel d'ouvrir un compte séparé
au nom de chaque syndicat de copropriétaires qui les gère. C'était le cas pour certaines copropriétés, les petites copropriétés notamment. Tout cela a disparu et donc il avait fallu, si vous me permettez l'expression, toiletter le décret de 67 pour faire en sorte que toute référence au compte séparé disparaisse, puisque dans l'avenir, ça n'aura plus aucun intérêt. Je pense notamment aux dispositions du décret de 67 relatives à la transmission des documents et archives du syndicat des copropriétaires, de l'ancien syndic vers le nouveau. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a plus à transmettre les fonds. On n'aura plus à transmettre les fonds aux successeurs dans la mesure où on aura à transmettre uniquement que les coordonnées de la banque et le numéro du compte du syndicat des copropriétaires. D'après votre expérience, est-ce que vous en savez, est-ce que la mesure visant à supprimer la dispense est une innovation? Est-ce que c'est une nouveauté? Est-ce que ça s'inscrit dans un processus qui vous semble naturel, ou est-ce que vous trouviez un intérêt à la dispense du compte séparé? Non, moi je pense que c'est une harmonisation attendue dans le cadre des copropriétés. Pourquoi faire des distinguos encore entre les petites, les grosses ou les moyennes copropriétés? Que chaque copropriété soit dotée d'un compte bancaire spécifique, ça nous convient tout à fait, il n'y a aucun souci de ce côté-là. La seule chose qu'il faut quand même bien voir, c'est qu'effectivement, ça alourdit un petit peu le travail, parce que quand vous avez 50 petites copropriétés et que vous avez 50 rapprochements bancaires à faire, c'est quand même plus long que d'en faire qu'un seul. Mais je pense que pour la lisibilité des comptes, pour la tranquillité des copropriétaires, pour l'assurance de tout le monde, avoir un compte bancaire par copropriété, d'autant que les banques maintenant, je dirais, se sont mis à l'ordre du jour et ont mis des outils en place pour gérer ces comptes indépendants, c'est une bonne chose pour tout le monde. Alors une question a été posée par une participante. Pourra-t-on néanmoins continuer de transmettre les fonds? Alors, dans la mesure où il existe encore un compte séparé, oui. Et vous savez que vous avez la dispense est susceptible de jouer jusqu'au 31 décembre 2020. Maintenant, postérieurement, lorsque les dispositions seront applicables dans leur plénitude, je pense qu'il sera impossible de transmettre des fonds puisque tout passera par le compte séparé. C'est le compte de la copropriété qui suit le nouveau syndic. Il va à la banque avec le PV d'assemblée, ça lui suffit. Hein. Enfin, pour être schématisme, enfin, c'est ça. Quoi, hein. Alors, on m'a signalé hier, c'est assez récent, on m'a signalé hier que les banques, ou en tout cas certaines banques, souhaitaient avoir une information de la part de l'ancien syndic selon laquelle il n'est plus syndic de copropriété, parce que voyant arriver le nouveau syndic, le syndic, lui, va dire « je suis maintenant le nouveau gestionnaire du compte, puisque vos coordonnées m'ont été données par l'ancien syndic ». Certaines banques souhaitent avoir, je dirais, la confirmation du fait qu'il y a eu un changement de syndic. Alors, rien n'est indiqué dans les textes, ça n'est pas une obligation qui pèse sur l'ancien syndic. Est-ce que vous avez vu déjà cette modalité particulière? Comme dit Madame Sylvie Sévin, c'est effectivement un excès de zèle. Dès l'instant où le nouveau syndic se présente à la banque avec un PV d'Assemblée Générale non contesté, comme quoi effectivement il a été syndic, la banque n'a pas allé plus loin que cela, d'autant que si vous attendez du syndic qui a perdu la copropriété, qui est peut-être vexé, une attestation comme quoi effectivement il n'a plus été syndic, ça va encore accélérer, ça va encore allonger les débats. Donc, non, c'est totalement inutile. Oui, puisqu'on connaît en pratique aussi les syndics, toujours les mêmes, hein, ceux qui sont vexés, qui refusent ou qui traînent des pieds pour transmettre les documents et les archives. On peut imaginer que cette attestation-là également fasse des difficultés. Ça ne va pas dans l'intérêt de la copropriété. Oui. Et je vous rappelle que dans le cadre de la loi elle-même, hein, on a prévu une modification, c'est l'article 18.2 qui prévoit la transmission des archives. On a prévu une obligation particulière puisque le syndic sortant a 15 jours, c'est beaucoup plus rapide que le délai d'un mois habituel, à 15 jours pour transmettre ses coordonnées bancaires, c'est le numéro de compte, aux successeurs. Donc, on est d'accord que c'est une mesure qui est demandée par les banques, mais qui n'a pas de fondement juridique, en tout cas. Le registre des copropriétés, et que donc il suffit que le banquier aille consulter le registre des copropriétés pour s'apercevoir qu'il y a un changement de syndic, tout simplement. Oui.
alors que c'est amusant que vous en parliez parce que je pensais à ça tout de suite. Dans le registre des copropriétés, il est demandé en revanche, dans les textes, que l'ancien syndic signale qu'il avait perdu le mandat d'une copropriété et en parallèle, le nouveau syndic doit se signaler au registre national, ce qui permet au registre de croiser les données, de vérifier que tel syndic est bien nouveau et gérera désormais la copropriété. Une dernière précision s'agissant du syndic, c'est qu'on a également modifié l'article 35 du décret de 67. Vous savez, cet article 35 qui est relativement ancien, qui est le texte qui nous dit quels sont les versements que le syndic peut demander aux copropriétaires. Et il était temps, je dirais, que ce texte soit toiletté, dans la mesure où vous avez des dispositions qui sont issues de la loi Allure, qui ont été introduites dans le décret, puisque le fonds de travaux, par exemple, n'était pas encore visé par le décret de 67. Et donc, on a aujourd'hui un article 35 qui est remanié, puisqu'on nous dit que le syndic peut exiger le versement, notamment des cotisations au fonds de travaux, des provisions également allouées au conseil syndical pour les dépenses qui sont à mettre en œuvre dans le cadre de la délégation de pouvoir dont on va parler justement dans un instant, et également, ce qui est intéressant, des avances décidées par l'AG et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires. Finalement, on consacre cette pratique qui consiste dans les copropriétés à faire un appel de fonds exceptionnel pour justement pallier la défaillance de copropriétaires pour les dépenses courantes. Finalement, c'est une sorte de, le mot est peut-être un peu fort, mais solidarité des copropriétaires qui va être organisée au moins temporairement pour payer ensuite, dans un deuxième temps, les créanciers, quitte ensuite à demander le remboursement de ces sommes aux copropriétaires défaillants. Cet article 35 me semble bienvenu parce qu'il actualise aujourd'hui la réalité de ce que va demander un syndic de copropriété aux copropriétaires. Je vous propose avant l'avance permanente de trésorerie, quand il y avait un problème de cet ordre-là, sachant que cette avance permanente de trésorerie, il fallait la faire voter à l'Assemblée générale avec une forte majorité. C'est vrai, vous avez raison. On passe au conseil syndical. Alors, il y a un certain nombre de mesures qui ont été adoptées par l'ordonnance Elan à l'égard du conseil syndical, mais il y en a une véritablement qui me semble importante de signaler et qui a fait l'objet de dispositions dans le décret du 2 juillet. C'est la fameuse, parce qu'on en a beaucoup parlé, délégation de pouvoir donnée au conseil syndical par l'Assemblée générale. Je vous rappelle que depuis très longtemps, on avait un article 25A, et on a toujours un article 25A, qui permet de déléguer une mission, un acte, une décision au conseil syndical dans le cadre de la majorité absolue. Mais on est allé plus loin et on a désormais dans la loi de 65 des articles 21.1 et suivants qui consacrent la possibilité pour l'Assemblée générale de déléguer au conseil syndical, je vais résumer, quasiment toutes les décisions qui relèvent de la majorité de l'article 24, hormis 3 hypothèses, l'approbation des comptes, le vote du budget prévisionnel et la mise en conformité des règlements de copropriété, pour simplifier, mais vous savez ce que ça veut dire, la mise en conformité des CRU. Mais hormis ces 10 hypothèses-là, on pourrait imaginer, est-ce qu'il faut le faire ou pas, est-ce qu'on peut le faire ou pas, est-ce que c'est opportun, déléguer toutes les décisions qui ressortissent de l'article 24 de la loi 65. Et dans ce cadre-là, le décret du 2 juillet est venu apporter un certain nombre de précisions sur cette délégation. Je me contenterai de signaler les principales. Tout d'abord, première indication qui nous est donnée par le décret, c'est que les décisions du conseil syndical devront prendre la forme d'un procès-verbal qui sera signé par au moins 2 membres du conseil syndical. C'est ce que nous dit l'article 21.1 nouveau du décret de 67. Ce PV sera bien entendu annexé au registre des PV par le syndic de copropriété. Et puis, autre mesure qui me semble importante, c'est que, on le savait déjà dans la loi, on va allouer au conseil syndical une enveloppe budgétaire. Ça fait partie notamment des garde-fous qui ont été prévus par l'ordonnance de 2019, puisque on sait que la délégation ne peut être donnée que pour 2 ans maximum, mais aussi, autre garde-fou, le conseil syndical a vocation à agir uniquement dans la limite financière fixée par l'Assemblée générale. Et ce que nous dit l'article 26.1 nouveau du décret de 67, issu du décret du 2 juillet, c'est que dans le cadre du vote du budget prévisionnel, on va devoir prévoir un montant
qui est le montant alloué au conseil syndical en vue d'exécuter les décisions qu'il aura prises, mais qui rentrent dans le cadre de ce budget prévisionnel. Et en revanche, pour les travaux hors budget prévisionnel, l'Assemblée générale devra également voter une enveloppe particulière et décider de quelle manière cette enveloppe sera appelée auprès des copropriétaires. Donc, on essaye d'expliquer, on essaye de définir de quelle manière la délégation de pouvoir va être exercée par le biais de ces décisions votées à la majorité, je le rappelle, de tous les copropriétaires. La délégation de pouvoir, finalement, Jean-Luc, c'est une mesure qui est excessivement nouvelle. On n'est pas allé jusqu'à créer ce fameux conseil d'administration dont on avait beaucoup parlé, vous savez, pour les grandes copropriétés. Là, on exige simplement que le conseil syndical soit composé de 3 membres, mais il n'y a pas d'indication sur la taille des copropriétés. Ça n'est pas non plus une confiscation du pouvoir par le conseil syndical, mais est-ce que vous pensez que cette mesure était nécessaire? Est-ce que ça va dans le sens de l'intérêt des copropriétaires? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un mélange des genres aujourd'hui entre l'Assemblée générale, qui est le pouvoir de décision habituel, et puis le conseil syndical. Tout à fait. Alors, il y a quand même un garde-fou, c'est que c'est l'Assemblée générale qui va se prononcer et qui va déterminer le cadre de ce mandat. Globalement, si vous voulez, ça débloque un certain nombre de situations dans les copropriétés pour des travaux de moins d'importance. On décide de changer la porte d'entrée de l'immeuble, on décide de changer l'interphone, on décide de faire des travaux raisonnables. Et à ce moment-là, on était souvent obligé de demander de reconvoquer l'Assemblée parce qu'il y avait l'autre devis à demander, etc., etc. Là, si le conseil syndical a un mandat précis dans un budget précis pour des travaux raisonnables, ça me paraît très bien pour faire avancer la copro, éviter des blocages. Parce que si on applique la loi de 65 stricto sensu, dès que vous sortez du budget dans une copropriété de 50, 80 ou 300 copropriétaires, vous êtes obligé de convoquer tout le monde, des fois pour des décisions qui sont relativement mineures. Par contre, j'attire l'attention quand même des conseils syndicaux sur le risque qu'ils prendraient à demander à l'Assemblée générale un mandat pour décider d'un ravalement de façade, pour décider d'un changement de chaudière, pour décider de travaux quand même relativement importants, où les copropriétaires ont quand même leur mot à dire, où il y a des appels d'offres sérieux à faire avec des architectes, des maîtres d'œuvre, etc. Donc, je pense que c'est bien, mais il faut rappeler la prudence aux assemblées et aux conseils syndicaux, parce qu'ils engagent quand même leur responsabilité en prenant le choix d'une entreprise, d'un architecte ou d'une assurance. Donc là, je pense que c'est une bonne mesure, mais elle doit être utilisée à bon escient et pour des travaux sans, je dirais, grandes conséquences. Et ça débloque un certain nombre de situations. Ça permet de faire avancer les choses et de ne pas reporter d'un an, des fois, une décision où tous les copropriétaires sont d'accord pour changer des boîtes aux lettres, pour changer une porte d'immeuble. Et vous avez évoqué la responsabilité qui était consécutive à l'exercice de la délégation de pouvoir. Et puis, je vous rappelle que dans la loi de 65, il est expressément prévu que lorsque la délégation de pouvoir est confiée par l'Assemblée générale au conseil syndical, il est indispensable que le syndicat souscrive une assurance de responsabilité civile qui couvre les membres du conseil syndical dans le cadre de cette délégation. Puisque justement, on n'est plus face à un avis donné par le conseil syndical, on est face à une décision et comme on dit, cette décision peut faire grief, elle peut causer un préjudice à une partie des copropriétaires et donc il est nécessaire que les membres du conseil syndical qui exercent cette délégation puissent être en mesure d'être assurés, ce qui n'est pas nécessairement le cas, ou s'il y a une assurance du conseil syndical, c'est dans le cadre des missions classiques, hein, les avis qui sont donnés, mais c'est exceptionnel. En revanche, là, cette délégation est risquée et donc peut engager la responsabilité civile des membres du conseil syndical. Alors, une question a été posée par un des participants qui est est-ce que le syndic doit impérativement, d'office, mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée générale la décision de délégation? Non, en tout cas, c'est pas comme ça que je l'entends. On peut imaginer que la question soit posée par un copropriétaire, mais je ne pense pas qu'il y ait une nécessité, une obligation pour le syndic de copropriété de mettre systématiquement ou non à l'ordre du jour de l'Assemblée générale la délégation. Vous le savez, ça c'est le droit commun, je dirais, de la copropriété. N'importe quel copropriétaire peut demander au syndic de la copropriété l'inscription d'une question à l'ordre du jour. Ça peut être éventuellement un membre du conseil syndical qui est copropriétaire. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'obligation spécifique qui pèse sur le syndic de copropriété de mettre cette question
à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Alors, une question qui est pertinente est posée, quid de la décision d'exécuter la décision prise par le conseil syndical? Là, je dirais que c'est le droit commun de la copropriété qui reprend son empire. Enfin, je ne sais pas ce que Jean-Luc en pense, mais on a une décision qui n'émane pas de l'Assemblée générale, mais du conseil syndical, mais par le biais d'une délégation. Donc, il va falloir que ce procès-verbal, qui, le décret du 2 juillet le dit bien d'ailleurs, dans l'article 21.1 du décret 67, ce PV est signalé et communiqué au syndic de copropriété, et c'est le syndic de copropriété qui reste l'exécutif du syndicat, qui va être chargé de l'exécution de ces travaux. Je ne vois pas d'ailleurs comment il pourrait en être autrement. Je n'imagine pas que les membres du conseil syndical soient chargés d'exécuter les… D'où la vigilance et l'obligation du syndic de contrôler justement la bonne exécution de ce mandat qui est donné au conseil syndical. L'article 21 de la loi dit que le conseil syndical est là effectivement pour contrôler la gestion du syndic et l'aider dans le cadre de la gestion. A contrario, il appartient au syndic, dans le cadre de son mandat de syndic, qui est chargé quand même de la défense des intérêts des copropriétaires, de veiller à ce que le conseil syndical, n'outrepasse pas ses droits et en particulier du mandat qui leur a été donné, et fasse les choses dans les règles, ne serait-ce qu'en s'assurant effectivement de la pérennité de l'entreprise qui a été choisie, de savoir si l'assurance est bien adaptée, etc. etc. Oui. Et oui, parce que les assurances du conseil syndical, dans la quasi-totalité des contrats d'assurance multirisque maintenant des copropriétés, le conseil syndical est couvert. Néanmoins, là où vous avez raison, c'est que dès l'instant où il y a un mandat spécifique, je pense qu'il est bon de prévenir l'assureur qu'il y a ce mandat, cette délégation spécifique donnée au conseil syndical. A contrario, l'assureur pourrait dire, mais attendez, moi je n'étais pas au courant, je vous couvrais pour des actes de gestion courante. Oui. Là, vous avez une responsabilité supplémentaire, je n'étais pas au courant, je ne couvre pas. Donc, il m'étonnerait qu'ils réagissent comme ça, mais quand même, il me paraît utile que le syndic informe l'assurance de la copropriété qu'une telle décision a été prise. Il n'y aura pas forcément majoration de prime. Non, parce que mais la vigilance, enfin moi je me souviens de décisions, notamment une décision de la Cour de cassation où on avait reproché au syndic de ne pas avoir vérifié si un copropriétaire qui bénéficiait d'une autorisation de travaux de l'Assemblée générale avait bien pris une assurance en vue de couvrir les risques liés à ces travaux. Donc je pense qu'on peut faire le parallèle entre les deux. Et obligations et devoirs de conseil du syndic de copropriété, notamment lorsque c'est prévu par la loi de 65. Aujourd'hui, le conseil syndical va devoir rendre compte de l'exécution de sa mission. Le syndic pourra attirer l'attention des copropriétaires sur le respect ou l'irrespect de la décision de délégation par les membres du conseil syndical qui pourrait, c'est un risque, s'accaparer le pouvoir au sein des copropriétés. Sachant quand même que dans la grande majorité des cas, ces décisions sont prises de concert entre le conseil syndic et le conseil syndical, encore une fois. C'est ça. Le dialogue entre les deux institutions est indispensable. Heureusement. Alors, heureusement. On va aborder, et on est dans les temps pour évoquer le dernier point, mais c'est un point très important qui comporte plusieurs volets, et on aura justement des questions qui nous ont été posées préalablement, auxquelles on va essayer de répondre. C'est l'Assemblée générale, puisque une partie très importante dans l'ordonnance Elan et dans la loi Elan, préalablement du 23 novembre 2018, ces textes-là sont venus modifier considérablement les règles relatives à l'Assemblée générale des copropriétaires. Et le décret du 2 juillet a tenté d'apporter des réponses, des précisions, notamment aux interrogations que l'on se posait au lendemain de la loi Elan et de l'ordonnance Elan. Je vais essayer d'aborder les choses dans l'ordre et assez rapidement. Tout d'abord, un rappel qui est posé par le décret du 2 juillet dans l'article 7 du décret 67, à savoir que le syndic de copropriété est chargé de convoquer l'Assemblée générale. Ça peut paraître anodin, mais ça l'est moins que ça en a l'air, parce qu'on a vu ces dernières années des exceptions assez nombreuses à cette règle-là. C'est-à-dire qu'on permet à un copropriétaire, on permet à un président de conseil syndical, on permet à un certain nombre de personnes, dans des conditions très particulières, de convoquer l'Assemblée générale des copropriétaires. Le décret du 2 juillet rappelle le principe, malgré tout,
et c'est quand même pas mal, c'est ce que j'appelle la vertu pédagogique des règles nouvelles, en tout cas des règles élan, c'est que la décision de convoquer l'Assemblée générale est prise par le syndic de la copropriété, dont acte, mais il fallait quand même le signaler. Et surtout, je pense que ça va faire l'objet d'un certain nombre de développement et de questions. On a ce fameux article 17.1a de la loi 65 qui est issu de la loi Elan du 23 novembre 2018 et qui concerne, vous le savez, la visioconférence, mais ça, on avait déjà un décret d'application du 27 juin 2019 qui nous disait quelles étaient les modalités de la visioconférence. Très bien, mais ce qui intéressait notamment les gestionnaires et les copropriétaires, c'est le vote par correspondance, ce fameux vote par correspondance, parce qu'il était tributaire déjà du décret d'application, puisqu'il nous manquait ce fameux document qui était le formulaire de vote par correspondance et les modalités d'utilisation de ce formulaire de vote par correspondance. Je vous rappelle très rapidement que l'article 17.1 prévoit aujourd'hui plusieurs modalités de vote lors d'une assemblée générale. Le vote en présence physique, c'est classique. On n'a pas évoqué, mais c'était induit, le vote par l'intermédiaire d'un mandat, le pouvoir qui est donné à quelqu'un en vue de voter à l'assemblée générale. La visioconférence, c'est l'alinéa premier de l'article 17.1 de la loi 65. Et puis, on a l'alinéa 2 qui est consacré au vote par l'intermédiaire d'un formulaire, le fameux vote par correspondance, qui aura d'ailleurs des applications et des répercussions, on en parlera tout à l'heure, sur la crise sanitaire, dans la période de crise sanitaire que nous traversons, puisque des règles particulières impliquant le jeu d'un vote par correspondance ont été mises en place. Et donc, ce formulaire de vote par correspondance, on l'attendait, c'est le fameux arrêté du 2 juillet 2020 qui est venu donner son contenu. Ce formulaire de vote par correspondance, nous dit l'article 9 du décret de 67 aujourd'hui, doit être joint à la convocation. Donc, à côté du pouvoir que vous avez l'habitude de joindre à la convocation, il faut impérativement, c'est une obligation, que ce formulaire de vote par correspondance soit joint à la convocation. Et il y a une autre précision qui est apportée, c'est que le formulaire de vote par correspondance, c'est l'article 9 bis nouveau du décret de 67, doit être réceptionné par le syndic au plus tard 3 jours francs avant la date de la réunion. On vous parle simplement de la réception, on ne vous parle pas nécessairement de la forme que doit avoir l'envoi au syndic. La seule précision qui est apportée, c'est que, toujours dans l'article 9 bis, lorsque le formulaire de vote par correspondance est transmis par courrier électronique à l'adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l'envoi. Quel que soit le devenir de ce message, on ne parle pas de lettre recommandée électronique, attention, on parle de courrier électronique, donc selon moi, un mail pourrait parfaitement être valable pour la transmission de ce formulaire. Mais hormis ce cas particulier du courrier électronique, il est impératif, d'après moi, de démontrer que le syndic a reçu le formulaire de vote par correspondance 3 jours francs avant la tenue de l'AG. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est visé dans le formulaire de vote par correspondance, hein, c'est l'exemplaire que vous trouvez sur les J-France. Il est indiqué que c'est le syndic ou la personne qui organise en tout cas l'Assemblée générale qui doit indiquer que ce formulaire doit être adressé à la personne qui convoque avant la date limite de. Donc, on va devoir indiquer, il va falloir faire des petits calculs, c'est pas très compliqué, il va falloir indiquer la date à laquelle le formulaire est reçu par le syndic de la copropriété. Alors, une question m'a été posée ce matin, donc on n'en a pas parlé avec Jean-Luc, mais je vais quand même lui poser la question parce que c'est quelque chose qui me semble intéressant et je voudrais avoir son opinion avant de donner mon sentiment aussi. On m'a posé la question de savoir ce qu'on devait faire d'un formulaire de vote par correspondance qui n'était pas reçu dans les 3 jours francs avant, qui était reçu peut-être la veille de l'AG, et que fait le syndic? Alors moi, j'ai bien une idée. On peut très bien avoir le syndic qui va, bien entendu, écarter le formulaire de vote par correspondance. Mais la question qui m'a été posée, c'est que se passe-t-il si le syndic admet le formulaire de vote par correspondance? Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Là, c'est la question piège, bien entendu. Ouais. Moi, je pense qu'il appartient au syndic d'informer l'Assemblée générale qu'il a reçu le vote par correspondance hors délai.
Et à ce moment-là, le bureau de l'Assemblée, un président, un assesseur, un secrétaire, hein, le bureau de l'Assemblée peut, régulièrement informé par le syndic, dire écoutez, on va partir du principe de la bonne foi du copropriétaire, on en prend compte, on en prend acte. Et logiquement, de par la loi, tout ce qui arrive après les 3 jours, on ne devra pas en tenir compte. Voilà. Après, effectivement, tout dépend encore une fois de l'ambiance de la copropriété. Quand ça se passe dans, je dirais, dans une entente cordiale à peu près normale, ce qui est heureusement le cas de la majorité des copropriétés, il n'y a pas de raison d'écarter ce vote. Maintenant, s'il y a effectivement des tensions, il faut appliquer la loi. Ce n'est pas arrivé dans les 3 jours préalables à l'Assemblée générale, on n'en tient pas compte. Aujourd'hui, il n'y a rien de précis, hein, effectivement. Voilà, il n'y a rien de précis. Alors moi, j'avais une position légèrement différente en disant, bon, ce qui est intéressant, est-ce que je peux, d'ailleurs, je vais m'en servir pour la suite, hein, quand je vais évoquer cette question-là plus tard, je me servirai de votre argumentation qui me semble intéressante, c'est au moins de faire en sorte qu'il y ait une discussion, une communication avec le bureau, le président et les scrutateurs pour savoir ce qu'on fait de ce formulaire. Alors, j'avais signalé ce matin, quand on m'avait posé la question, que en dépit du caractère d'ordre public, effectivement, de cette disposition, il fallait malgré tout démontrer un grief pour que un motif particulier permettant de remettre en question sur l'Assemblée générale soit la décision qui a été votée par l'intermédiaire du formulaire. J'étais peut-être un peu plus nuancé. On peut défendre les deux thèses, hein, c'est-à-dire c'est d'ordre public, on l'a pas reçu dans les 3 jours, on va pas en tenir compte. Et si on en tient compte, en revanche, ça peut remettre en question la. Mais je suis d'un tempérament un peu conciliant, on va dire, et en dépit du fait que ce soit d'ordre public, si on tient compte du formulaire, moi j'aurais tendance à penser que la jurisprudence, le juge, pourrait malgré tout imposer qu'il y ait un motif particulier permettant d'engendrer une sanction sous la forme d'une nullité. Vous savez que la jurisprudence, depuis quelques années, tente à essayer de sauver le plus possible les assemblées générales ou les décisions d'assemblée générale, éviter que ça ait des répercussions sur la bonne gestion du syndicat. On verra à l'avenir ce qui se passe. Alors, j'ai une question qui m'a été posée, enfin, nous a été posée. Après, je vous interromps 2 secondes, Jean-Marc. Je vous en prie. Si ce vote par correspondance doit changer le sens d'une délibération, c'est trop dangereux. Par contre, si ça change rien à la donne dans le cadre d'un décompte de voix, ça me paraît moins grave. Par contre, effectivement, si c'est un sujet qui repose sur une seule voix correspondant à ce bulletin, là, il faut appliquer la loi et terminer. Hein. C'est clair. Oui, parce que j'ai souvenir d'une jurisprudence où la Cour de cassation nous disait s'il y a eu une erreur dans la computation des voix, et quel que soit l'impact qu'avait le vote, peu importe si ça ne change rien, on annule. Ça, je me souviens de cette jurisprudence, elle était très rigoriste. Elle est aujourd'hui un peu moins appliquée. Mais je voudrais revenir sur une question qui a été posée et la personne a raison d'évoquer ce point. On dit réceptionné par le syndic. Donc, attention, que veut dire réceptionner? Est-ce qu'on doit utiliser, d'après moi, c'est le cas, mais est-ce qu'on doit utiliser la même attitude, à savoir que quand on vous dit, par exemple, la convocation doit être reçue 21 jours au moins avant la tenue de l'Assemblée générale, vous savez, il y a ce texte qui nous dit que c'est le jour de la première présentation de la lettre recommandée qui fait foi. Si on envoie le formulaire de vote par correspondance, papier en tout cas, par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, je pense, est-ce que je me trompe, je ne sais pas, mais que c'est la première présentation également de la lettre recommandée qui va faire foi, même si le syndic de copropriété n'a pas connaissance, en pratique, ne reçoit pas physiquement la lettre recommandée. Mais ça va nécessiter des ajustements, je pense, parce que cet envoi du formulaire va devoir être précisé au moins par la pratique, si ce n'est par un juge. Ceci facilite quand même, dans le cas du fonctionnement des copropriétés, où malheureusement nous constatons, avec les conseils syndicaux, nous constatons une désaffection des copropriétaires à être présents à l'Assemblée générale. Le vote par correspondance permet quand même si malheureusement, je trouve que par certains côtés, ça enlève le débat, hein, ça enlève un petit peu quelque chose au débat de l'Assemblée, mais ça permet quand même aux copropriétaires de s'exprimer. La grosse problématique par rapport
au mandat, par rapport au pouvoir qui peut être donné à un copropriétaire en assemblée générale de représenter un autre copropriétaire, c'est que si la résolution est un tant soit peu modifiée ou amendée lors de l'assemblée générale, le copropriétaire qui a voté est automatiquement écarté de ce vote. C'est-à-dire que son vote est considéré comme nul. Oui. On sait que souvent, dans l'assemblée générale, il y a des ajustements en fonction ne serait-ce que de travaux ou quoi que ce soit, de couleur de cage d'escalier ou je n'en sais rien, quoi. Donc là, ça va être encore à l'appréciation des juges. Oui, bien sûr. Et pour rebondir sur la question de la réception, une question a été posée sur y a-t-il une obligation d'envoyer le formulaire de vote par correspondance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception? Non. Sauf que lorsque le texte nous dit que le syndic doit recevoir le formulaire de vote par correspondance 3 jours francs avant, il faut pouvoir se ménager une preuve de la date de la réception. Quand l'envoi se fait par voie électronique, on en a parlé, là c'est la date de l'envoi qui est censé être prise en compte pour permettre la vérification du respect du délai de 3 jours. Mais en revanche, s'il n'y a pas lettre recommandée avec demande d'avis de réception, on peut se poser la question de savoir comment démontrer la réception par le syndic, à moins que le copropriétaire concerné remette en main propre au syndic de copropriété le formulaire, qu'il y ait une attestation du syndic disant « j'ai bien reçu de monsieur X ou de madame Y le formulaire de vote », ça c'est toujours possible. Mais autrement, la lettre recommandée, je dirais que c'est plus prudent. Le texte nous dit réceptionner au moins 3 jours francs avant la date de l'Assemblée générale. Et pour rebondir sur une autre question, et après je reviens sur le formulaire de vote par correspondance, une question a été posée sur la formalité qui pèse sur le syndic. Et ça a été prévu par le décret de 2020. Le syndic doit afficher dans les parties communes la date de l'Assemblée générale, doit informer de la date de la prochaine Assemblée générale les copropriétaires. Le décret du 2 juillet 2020 a précisé que ça n'était pas à peine de nullité de l'Assemblée générale. C'est-à-dire que si le syndic omet d'afficher dans les parties communes la date de la prochaine AG, ça n'aura aucune répercussion sur la pérennité de l'Assemblée générale. Ça n'est pas un motif d'annulation de l'Assemblée générale. Tant que tous les copropriétaires n'habitent pas forcément la copropriété. Effectivement. Effectivement. Alors, un point qui me semble très, très intéressant sur le plan pratique, et je voudrais avoir aussi votre sentiment là-dessus, c'est qu'on a un article 14.1 nouveau dans le décret 67 qui est intervenu après le 2 juillet, qui nous dit que au moment du vote, s'il y a un formulaire de vote par correspondance qui a été adressé au syndic, mais que le syndic constate que le copropriétaire qui a envoyé le formulaire est effectivement présent lors de l'Assemblée générale, ou qu'il a un mandataire, il a donné mandat à quelqu'un en vue d'assister à l'Assemblée générale. Par correspondance, on n'en tient pas compte. Voilà. Ce formulaire de vote par correspondance, quelles que soient les dates, c'est-à-dire quelle que soit la date à laquelle a été donné le mandat, par exemple, du copropriétaire, le formulaire est systématiquement écarté, en ce sens que le mandat de vote prime sur le formulaire de vote par correspondance. Il y a une sorte de droit de repentir, et imaginons qu'on ait un mandat qui a été donné antérieurement, ce qui est toujours possible, antérieurement à l'envoi du formulaire et la réception du formulaire de vote par correspondance, c'est toujours le mandat qui prime. C'est-à-dire on veut rétablir la possibilité de discuter, de dialoguer au sein de l'Assemblée générale. Le formulaire de vote par correspondance ne doit être pris en compte que dans l'hypothèse où le copropriétaire concerné n'est ni présent, ni représenté à l'AG, et on insiste bien, quelle que soit la date à laquelle le mandat a été donné, y compris, ça va intéresser les syndics aussi directement, y compris si le mandat de vote est un mandat en blanc. Le mandat va être distribué par le syndic au président du conseil syndical ou à un membre du conseil syndical. Enfin, vous connaissez la règle aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est le syndic, c'est assez confortable pour le syndic, ici, pour une fois, parce qu'il sait très bien à quoi s'en tenir. S'il a un formulaire de vote, mais que le copropriétaire est présent ou représenté à l'AG, le formulaire de vote, on va l'écarter systématiquement. Et on n'a pas à se poser la question de la date à laquelle le mandat a été donné ou pas. Ça me semble une simplification de l'application des nouvelles règles. S'agissant du formulaire de vote par correspondance lui-même, lorsqu'on a évoqué la présentation de cette réunion avec Jean-Luc, ce dernier me disait que il pensait que ce formulaire était peut-être un peu trop compliqué. Quel est votre sentiment justement là-dessus, le formulaire de vote par correspondance? Est-ce qu'il aurait mérité d'être rédigé différemment, selon vous?
Il y a, je dirais, il y a déjà une colonne de trop ou deux colonnes de trop, parce qu'effectivement, mais bon, c'est pas grave. Il a le mérite d'exister, c'est déjà quelque chose. Et il faut que ce soit quand même simple pour le copropriétaire qui va recevoir ce bulletin de vote, parce que beaucoup de copropriétaires, pas beaucoup, mais enfin, un certain nombre de copropriétaires ne sont pas forcément tous rodés à ce système administratif de vote. Et quid, encore une fois, des bulletins de vote mal rédigés. Oui. Il va nous arriver des bulletins de vote qui vont être mal rédigés. Que doit-on faire? Est-ce qu'on les écarte? Est-ce que voilà, donc ce sera un bulletin nul. On m'a posé une question très intéressante ce matin, justement, parce que je donnais une formation ce matin sur le décret de 2020. Et on m'a posé une question, on m'a dit si, par exemple, pour une question portée à l'ordre du jour, aucune indication ne figure sur le formulaire de vote par correspondance, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut considérer que la personne est défaillante ou est-ce qu'on doit la considérer comme abstentionniste? Alors, effectivement, il y a 3 colonnes. Si vous avez déjà vu le formulaire de vote par correspondance, il y a pour, contre et abstention. Sauf qu'il n'y a rien. Est-ce qu'on doit considérer que la personne, pour cette question-là, est défaillante, ce qui veut dire qu'elle pourra contester la décision de l'Assemblée générale en justice, ou est-ce qu'on doit la considérer comme abstentionniste? D'après moi, c'est… Non, c'est sûr que là, encore une fois de plus, c'est la jurisprudence qui va se prononcer. Mais globalement, quelqu'un qui vote ni pour ni contre, en toute logique, il s'abstient. On ne peut pas le mettre d'autorité pour ou d'autorité contre, c'est pas possible. Non, mais on ne doit pas non plus, d'après moi, enfin c'est la réponse que j'ai apportée à la personne qui m'a posé la question, on ne doit pas la considérer non plus comme étant défaillante. Parce que ça me semble aller à l'encontre de la mention du procès-verbal de l'Assemblée générale. Regardez, de la feuille de présence. Je prends l'article 14 de la loi du décret de 67 qui a été modifié par l'arrêté de 2020. On nous dit bien que la feuille de présence va comporter le nom, l'adresse, le domicile de chaque copropriétaire, présent physiquement ou représenté, participant à l'AG par visioconférence ou ayant voté par correspondance. Donc, si on a sur la feuille de présence la personne qui a envoyé le formulaire qui est mentionné présente à l'Assemblée générale, pourquoi, pour une question, la considérer comme défaillante? Ça ne me semble pas non plus très judicieux. Alors, une question avait été posée, je vous l'avais dit tout à l'heure, préalablement à cette réunion, et une question a été posée par je crois, un syndic de copropriété de mémoire, qui posait la question de savoir quid du formulaire adressé par un mandataire. Alors, la question n'a pas été prévue à ma connaissance par les textes. Le formulaire, il peut être rempli par un copropriétaire. Regardez d'ailleurs, c'est indiqué dans le formulaire de vote par correspondance. On doit indiquer la qualité de la personne qui adresse le formulaire et on vise concrètement et précisément le copropriétaire, l'associé d'une société. On sait que l'associé a le droit de vote à l'Assemblée générale, ou en cas d'indivision des membres de propriété, le mandataire commun, puisque vous savez, c'est traditionnel, on doit désigner un mandataire commun, ou alors on aura le nu propriétaire, dans le cas d'un démembrement, qui sera considéré comme le représentant des titulaires de droits réels démembrés. Donc, d'après moi, ça n'engage que moi, mais le mandataire n'a pas qualité, n'a pas le pouvoir pour adresser un formulaire de vote par correspondance. Je ne mets pas dans le même sac le mandataire qui est le représentant légal d'une personne, d'un incapable, d'un mineur, par exemple, ou d'une personne en tutelle. Là, bien sûr, la personne a le droit d'envoyer le formulaire de vote par correspondance. Mais celui qui a un mandat de vote du copropriétaire ne peut pas, d'après moi, envoyer le formulaire de vote par correspondance. Je prends un cas précis. On a convoqué une assemblée générale en présentiel et le syndic va dire, et c'est ce que permet l'ordonnance Covid, va dire non, plus de présence physique, uniquement vote par correspondance. Celui à qui on a donné mandat d'assister à l'AG ne peut plus assister à l'AG en présence physique. Est-ce qu'il a le droit de remplir le formulaire et d'envoyer ce formulaire au syndic de la copropriété? D'après moi, non. D'après moi, ce n'est pas possible puisqu'il n'a pas qualité, selon moi, pour adresser ce formulaire de vote qui est encore une fois un formulaire qui ne peut être rempli si on lit à la lettre le formulaire de vote par correspondance, enfin l'annexe au décret à l'arrêté du 2 juillet, uniquement un copropriétaire, un associé ou un mandataire commun dans le cas de l'indivision ou d'un démembrement. Parce que ce que vous en pensez, mais ça me semble être délicat qu'un mandataire remplisse le formulaire du vote par correspondance, ce qui est, d'après moi, l'apanage du propriétaire lui-même, du propriétaire de l'eau lui-même. Tout à fait.
dernière précision, est-ce que on peut utiliser le formulaire de vote par correspondance de façon globale, de façon générale? Ça, c'est une question qui a été posée également dans le cadre de cette intervention de cet après-midi. Est-ce qu'on peut avoir une assemblée générale 100% par correspondance? Ce qui me permet d'aborder avec Jean-Luc, alors je sais que Jean-Luc a des impératifs horaires à 18h30, mais il m'a laissé la main, il me permettra de prendre la main tout seul en espérant que je ne dise pas trop de bêtises après. C'est ce qui me donne l'occasion d'aborder les ordonnances Covid, parce qu'on va voir qu'on peut avoir la réponse à cette question dans le cadre, je pense, de cette ordonnance. Vous savez qu'un certain nombre de règles dérogatoires ont été posées par l'ordonnance du 25 mars 2020 pour la période dite de crise sanitaire, et jusqu'au 31 janvier 2021, les assemblées générales vont se tenir et vont être convoquées dans des formes dérogatoires à ce qu'on connaît habituellement. Et justement, le vote par correspondance qu'on a cité et l'emploi des formulaires de vote par correspondance est une aubaine, enfin si vous me passez l'expression, bien tombée en période de crise sanitaire, puisque ça permet d'éviter la réunion physique des copropriétaires. Et là, je me réfère à différents articles de cette ordonnance du 25 mars 2020. Ce sont les articles 22.2 et suivants de cette ordonnance, où là, le syndic voit malgré tout son rôle augmenter, voire sa responsabilité augmenter, parce qu'on va lui donner des pouvoirs exceptionnels, sans d'ailleurs qu'il ait à consulter le conseil syndical. Même si, en pratique, je recommande souvent aux praticiens de consulter cet organe. L'article 22.2 nous dit la chose suivante: par dérogation aux dispositions de l'article 17.1a de la loi 65 et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'AG par présence physique. Par présence physique, ça veut dire que le syndic peut, d'autorité, tout seul, prendre l'initiative de dire aux copropriétaires, d'après moi, c'est trop dangereux de convoquer, ça n'est pas prudent de convoquer une assemblée générale en présence physique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir la visioconférence et le vote par correspondance qui va être instauré. Alors, c'est vrai qu'on ne demande pas l'avis du conseil syndical. Moi, je le préconise, en tout cas aux praticiens qui m'avaient interrogé. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que c'est plus prudent, ou est-ce que le syndic a hérité d'une responsabilité qu'il n'avait pas demandée, d'après vous? Je pense que le syndic a effectivement hérité d'une responsabilité qui n'est pas demandée, mais qui est quand même nécessaire dans certains cas. Si vous voulez, lorsqu'il y a… Alors, ça s'adresse surtout, encore une fois, à mon humble avis, à des copropriétés je dirais, avec un nombre de lots relativement raisonnable, où effectivement, il peut y avoir aussi un conseil syndical. Je pense aux copropriétés de montagne, par exemple, où les gens ne sont pas forcément sur place. Il peut y avoir une certaine urgence à faire des travaux sur une toiture ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, avec l'accord verbal ou tacite du conseil syndical de faire cette assemblée générale-là exclusivement, et en dehors de tout problème de Covid, exclusivement par vote par correspondance. Donc ça peut, encore une fois de plus, aider au niveau de la copropriété. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, et que le syndic use et abuse d'une certaine autorité en imposant, sans l'avis de personne, une assemblée générale en vote par correspondance en totalité. Là, encore une fois de plus, je pense qu'il y a une concertation avec les copropriétaires. Il y a le vote par correspondance, il y a la visio. N'oublions pas quand même qu'il y a aussi le téléphone et le téléphone portable. Donc, il y a quand même des communications entre le syndic et les copropriétaires qu'il ne faut pas oublier. Je pense qu'il est important quand même que le syndic prévienne ses copropriétaires et la cour tacite en disant, attendez, là, pour des questions de distanciation sociale ou des questions d'urgence, moi j'envisage, avec votre autorisation, d'imposer une assemblée générale par correspondance pour des simplifications. Voilà. Après, on ne va pas convoquer une assemblée générale, imposer une assemblée générale de 50 ou 80 ou 300 personnes avec un ordre du jour avec 20 résolutions. C'est pas raisonnable. Oui, d'autant que certains participants ont réagi à ce qu'on a commencé à dire et soulignent que les réunions de plus de 10 personnes sont prohibées, en tout cas largement déconseillées, sauf à respecter les distanciations sociales. Distanciations physiques. Voilà, non, on a le droit de faire, surtout dans les ERP, les établissements recevant du public. C'est ça. Les cabinets de syndic sont assimilés aux ERP. Mais quand on fait des assemblées générales dans des assemblées générales, dans des hôtels, dans des lieux extérieurs,
dès l'instant où ce sont des ERP et où on peut faire respecter la distanciation physique par copropriétaire, c'est faisable. Le problème auquel on est confronté, c'est que vous convoquez une assemblée générale de copropriétaires, vous avez une assemblée générale qui est une salle qui est susceptible d'accueillir 20 personnes, il y en a 25 qui se présentent, vous faites comment? Vous leur dites, vous ne rentrez pas, ça va être aussi compliqué. Oui, effectivement. Voilà. Donc, parce que le deuxième volet, c'est que si le syndic estime, déjà il interdit la présence physique, s'il estime que la visioconférence n'est pas possible, pour X raisons, alors le texte n'est pas très précis, mais je pense qu'on veut laisser la latitude d'action au syndic de copropriété, mais si on estime que la visioconférence, le recours à la visioconférence n'est pas possible, le syndic peut, d'autorité et seul, encore une fois, sans avis du conseil syndical, décider que tout se fera par vote par correspondance. Et là, ça me permet d'aborder la question qui nous a été posée à propos d'une assemblée générale 100% par correspondance. Oui, en matière de crise sanitaire et jusqu'au 31 janvier 2020, mais de manière très pratique. Et je vous recommande d'ailleurs la lecture lorsque l'ordonnance du 20 mai 2020 qui a adopté ces règles est intervenue. Un rapport au président de la République a été déposé pour expliquer les raisons qui ont conduit à l'adoption de ces règles dérogatoires exceptionnelles. Et il est clairement précisé, et c'est dans le sens de l'interprétation de pas mal de personnes après l'intervention de la loi Elan, il est bien précisé que ce sont des dispositions dérogatoires parce qu'en principe, dans le droit commun de la copropriété, même si le vote par correspondance est autorisé de façon générale, il n'est pas possible de réunir une assemblée générale entièrement par voie dématérialisée. C'est clairement indiqué dans le rapport au président de la République, et la raison pour laquelle on ne peut pas réunir une assemblée générale uniquement par correspondance a conduit l'introduction dans l'ordonnance du 25 mars de l'article 22 de alinéa 3, c'est-à-dire que le syndic va dire l'assemblée générale ne peut se tenir que par voie dématérialisée, mais c'est à titre exceptionnel et encore une fois jusqu'au 31 janvier 2021. Jean-Luc, vous êtes obligé de nous quitter. Bon, je vous remercie pour votre participation. Je vais terminer de mon côté, mais je vais déborder un petit peu. Les participants me pardonneront de déborder du temps. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps pour évoquer le décret et l'arrêté du 2 juillet. Et merci à toutes, merci à tous. Et désolé de vous quitter. J'ai un rendez-vous. À très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, Jean-Luc. Au revoir. Au revoir. Je continue, donc je vais déborder un petit peu, mais j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je pense que l'exposé est important. Le syndic va donc prévoir la possibilité de réunir l'Assemblée générale uniquement par le biais d'un vote par correspondance. C'est donc l'ultime et le minimum qui est prévu par les textes. On ne peut pas faire en deçà que le vote par correspondance. On ne peut pas dire l'Assemblée générale ne peut pas se tenir du tout. Il est toujours envisageable, il est toujours possible que l'Assemblée générale se tienne par le biais d'un vote par correspondance. Et je pense que si le syndic disait on ne tient pas l'Assemblée générale du tout, là, ça pourrait engager sa responsabilité. Pour terminer sur cet aspect-là, et j'évoquerai la convocation et après la tenue de l'Assemblée générale dans le cadre de l'ordonnance Covid, on a pris en compte l'hypothèse dans laquelle le syndic de copropriété avait déjà convoqué une assemblée générale et ensuite était confronté à, par exemple, l'existence d'un ou plusieurs cas de Covid-19 au sein de la copropriété. Là, par mesure de prudence, il va dire, bon, j'ai convoqué l'assemblée générale classique, présence physique, qui pouvait permettre également la réunion éventuelle de la visioconférence ou du vote par correspondance, mais on m'a donné des informations disant que ça paraît trop risqué puisque certains cas de coronavirus ont été constatés au sein de l'immeuble, donc je décide de passer en vote par correspondance dans son intégralité, dans l'intégralité de l'Assemblée générale. Et ici, il est bien précisé que dans ce cas-là, le syndic informe les copropriétaires au moins 15 jours avant la tenue de l'Assemblée générale, par tout moyen, donc là la forme est très vaste, permettant d'établir avec certitude la date de réception de cette information. Donc on dit, attention, uniquement en vote par correspondance. Maintenant, tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de réception, moi j'aurais tendance à penser lettre recommandée avec demande de réception ou lettre recommandée électronique pour ceux qui ont donné le raccord express. Est-ce qu'un mail avec accusé de réception
pourrait valoir certitude de la date. L'expression est malvenue, puisque une date certaine, en droit, on sait ce que c'est, mais ça n'est pas quelque chose qui me semble applicable dans la copropriété. Donc, pourquoi pas un mail avec accusé de réception. Encore une fois, on est dans une période exceptionnelle et je pense qu'il faut instiller un petit peu de souplesse aux règles pour leur permettre de s'appliquer dans toute leur utilité. Il y a eu, dans le cas de l'ordonnance Covid du 25 mars, une adaptation des règles de convocation et de tenue de l'Assemblée générale, eu égard aux circonstances et notamment au fait que parfois on soit amené à voter uniquement par visioconférence, voire uniquement par correspondance, d'où les précisions suivantes apportées par l'article 22.3 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Tout d'abord, lorsque l'Assemblée générale des copropriétaires est convoquée dans le cadre d'une procédure dématérialisée, d'une tenue dématérialisée de l'Assemblée générale, on ne va pas indiquer le lieu de réunion dans la convocation. Vous savez que normalement, c'est une mention obligatoire, le lieu, la date et l'heure de la réunion. Et par dérogation à l'article 9 du décret de 1967, on n'indiquera pas le lieu de la réunion parce que par hypothèse, ce lieu est purement virtuel. Première précision. Deuxième précision, la convocation va préciser que les copropriétaires ne peuvent pas participer à l'Assemblée générale autrement que par visioconférence ou par le biais d'un vote par correspondance, ce qui veut dire que si on a une précision particulière dans la convocation, il est hors de question d'accueillir les copropriétaires au lieu habituel de réunion, voire chez le syndic de la copropriété. La convocation devra également indiquer, si la visioconférence n'est pas possible, que les modalités de vote ne pourront se faire que par le biais d'un formulaire de vote par correspondance. Et on s'est posé tout de suite une question très pratique. Que se passe-t-il pour la feuille de présence et le procès-verbal, puisque l'Assemblée générale est entièrement dématérialisée, et donc quid de la signature de la feuille de présence ou de la certification, plus exactement de la feuille de présence, ou de la signature du procès-verbal d'Assemblée générale. Et ici, il est indiqué à l'article 22.3 de l'ordonnance du 25 mars que le président de séance certifie exact la feuille de présence et signe cette feuille de présence, et que le PV sera signé, mais dans un délai de 8 jours consécutif à la tenue de l'Assemblée générale, ce qui veut dire que le syndic de copropriété qui aura reçu le formulaire de vote par correspondance va établir un PV sur la base du dépouillement de ces formulaires. Ce PV sera ensuite envoyé au président du conseil, au président de l'Assemblée, et aussi aux scrutateurs s'il y en a, de telle manière que pendant ce délai de 8 jours, on puisse avoir les signatures requises par les textes et notamment par le décret de 1967. Sauf que, quand on a une assemblée générale qui s'est réunie entièrement par correspondance, comment fait-on pour avoir la désignation d'un président de séance ? Là aussi, la situation est envisagée, puisque lorsqu'on a une Assemblée générale qui s'est réunie uniquement par l'intermédiaire des formulaires de vote, eh bien, le président du conseil syndical ou à défaut un membre du conseil syndical est désigné président de séance. Donc, c'est d'autorité, c'est une manière très pragmatique qu'ont eu les auteurs de l'ordonnance de dire qui sera le président de séance. Vous savez que ça n'est pas possible en copropriété, en droit commun de la copropriété. Un règlement de copro ne peut pas dire, par exemple, une clause ne peut pas dire le président du conseil syndical sera de droit ou de plein droit le président de l'Assemblée générale. C'est possible en période de crise sanitaire, et ce jusqu'au 31 janvier 2021. S'il n'y a pas de conseil syndical, comment fait-on ? Eh bien, ce sera le syndic, et là encore, la responsabilité pèse sur lui, le syndic qui désignera un copropriétaire comme étant celui qui va exercer les missions du président de séance. Concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie que, en prévision du dépouillement des formulaires de vote, le syndic de copropriété, d'après moi, va demander à un copropriétaire qu'il aura choisi de l'assister dans le dépouillement des formulaires de vote par correspondance, puisque c'est le rôle du président de séance que d'attester de mettre la question aux voix, pardon, lors d'une assemblée générale classique, de proclamer les résultats. Donc, il va se faire assister
avec la distanciation qui est nécessaire, bien entendu. Il va se faire assister par une personne qu'il aura choisie, comme jouant le rôle de président de séance, ce qui permettra d'établir le procès-verbal, éventuellement de lui faire signer le procès-verbal tout de suite, plutôt que de faire circulariser le procès-verbal par la suite, ou en tout cas d'éviter qu'on ait un délai supplémentaire. Il suffira de passer le procès-verbal de l'Assemblée générale virtuelle au scrutateur dans ce cas-là. Vous avez compris que s'il choisit le président de séance, on pourra le taxer peut-être de copinage ou d'avoir choisi quelqu'un qui était généralement favorable à ses actions, à sa gestion. On a choisi une mesure assez concrète et pragmatique. Il faut bien faire en sorte qu'il y ait un président de séance et de le désigner en tant que tel. Et pour en terminer avec l'ordonnance Covid, 2 dernières précisions sont apportées. L'article 22.4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 permet à un mandataire d'un copropriétaire de posséder non pas jusqu'à 10% des voix du syndicat, mais jusqu'à 15% des voix du syndicat, de telle manière qu'on puisse maximiser le nombre de mandats dont on est porteur dans le cadre d'une assemblée générale qui se tiendrait en présentiel ou en visioconférence. Et dernière mesure, lorsque le syndicat des copropriétaires a une assemblée générale qui peut se tenir en visioconférence, en tout cas on estime que c'est quelque chose qui est envisageable, il appartiendra au syndic de copropriété, mais là encore, dans le cadre du champ d'application de l'ordonnance Covid, pas à l'avenir, mais il appartient au syndic de la copropriété de choisir les modalités de réalisation de cette visioconférence, c'est-à-dire choisir le prestataire, choisir les modalités dans lesquelles la visioconférence va se tenir. Vous savez que normalement, c'est l'Assemblée générale qui doit décider des modalités de la visioconférence. Or, on sait très bien que depuis le décret du 27 juin 2019, peu d'assemblées générales se sont réunies, peu de copropriétés ont décidé le recours à la visioconférence. Donc, afin de maximiser la possibilité pour les copropriétaires de s'exprimer directement lors d'une réunion virtuelle, mais de s'exprimer comme on le fait ensemble, par exemple, dans le cadre de ce webinaire, on a le syndic de copropriété qui va disposer d'un pouvoir exceptionnel de choisir les modalités de cette visioconférence, étant précisé que l'on vous dit que ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'Assemblée générale se prononce sur leur utilisation. Donc, on redonne la main ensuite aux copropriétaires. Et lors de cette visioconférence, par exemple, les copropriétaires pourront s'exprimer pour dire non, finalement, ça ne nous convient pas, ou on veut choisir tel autre prestataire de service ou tel moyen et support qui nous semble plus adapté ou plus conforme à ce que l'on attend au sein de la copropriété. Voilà, je voulais vous signaler ces dispositions-là qui vont en grande partie, je vous l'ai dit, être réalisable grâce à ce formulaire de vote par correspondance, maintenant qu'avec le décret du 2 juillet, on connaît les modalités pratiques de ce vote réalisé à distance par le biais des formulaires de vote par correspondance. Et une dernière précision pour en terminer, et j'ai dépassé le temps, pardonnez-moi, c'est que l'article 17 du décret de 1967, qui vise le procès-verbal d'Assemblée générale, a lui aussi été réformé par le décret du 2 juillet 2020, puisqu'on a voulu prendre en compte les modifications intervenues par le dispositif Élan. Et il est indiqué que le procès-verbal d'Assemblée générale sera signé à la fin de la séance, ça c'est la règle habituelle, où on vous dit dans les 8 jours suivant la tenue de l'Assemblée générale. Ça veut dire que la règle exceptionnelle qui figurait dans l'ordonnance Covid du 25 mars est pérennisée dans les hypothèses où, par exemple, lors d'une visioconférence, le président de séance n'est pas physiquement présent lors de l'AG, il a été désigné par les autres copropriétaires, mais alors qu'il est à distance. Et donc, ce président de l'Assemblée aura la possibilité de signer le procès-verbal établi alors que l'Assemblée générale se réunit en présence physique, grâce à ce délai de 8 jours dans lequel le syndic va lui adresser le procès-verbal qui sera signé par lui. Donc attention, on n'a plus nécessairement et systématiquement une signature du PV de l'Assemblée générale au plus tard à la fin de la réunion, comme c'était le cas jusqu'à présent. On va avoir cette possibilité de désigner un président de séance qui n'est pas présent physiquement, mais qui est présent par visioconférence et lui adresser en même temps la possibilité de signer la feuille de présence, ce qui est quelque chose d'indispensable pour la validité
du procès-verbal et, par ricochet, la validité aussi de l'Assemblée générale. Et enfin, il est indiqué, et j'en termine par là, que le procès-verbal va préciser le nom de certaines personnes qui n'étaient pas visées jusqu'à présent par le procès-verbal, et c'est normal, c'est nouveau, les personnes qui se sont opposées à la décision, ça c'est classique, les personnes qui se sont abstenues, mais aussi les personnes qui sont assimilées à un copropriétaire défaillant en application de l'article 17.1a de la loi de 65. La question m'a été posée, la remarque m'a été faite également ce matin en formation. Un syndic m'a expliqué que donc il allait falloir modifier le logiciel qui permettait d'établir les procès-verbaux de l'Assemblée générale, puisque jusqu'à présent, vous aviez classiquement la mention des copropriétaires opposants, des copropriétaires qui se sont abstenus, et on en déduisait à contrario les personnes qui s'étaient prononcées en faveur des résolutions. Maintenant, comme vous le savez, dans le cadre d'un vote par correspondance, si la décision qui a été votée par l'Assemblée générale est amendée par rapport et modifiée par rapport au projet de résolution, le copropriétaire qui a voté favorablement, par le biais du formulaire de vote par correspondance, va être considéré comme étant défaillant. Eh bien, il faudra, dans le PV, indiquer également une ligne supplémentaire soulignant que pour telle ou telle personne qui s'est exprimée en vote par correspondance, qui s'était pourtant déclaré favorable au projet de résolution, puisque ce projet de résolution a été modifié, de quelque manière que ce soit, il faut le considérer comme un défaillant, ce qui permet d'identifier, vous l'avez compris, les personnes qui peuvent contester la décision d'AG. Dans le PV, on aura les opposants et on aura les personnes qui sont considérées comme étant défaillants parce que, en application de l'article 17.1a de la loi de 65, on va avoir cette personne qui n'a pas pu s'exprimer valablement sur un projet qui a été, le mot est peut-être un peu trop fort, dénaturé, ou en tout cas a été modifié lors de la tenue de l'Assemblée générale. Une seule question pour éviter de déborder trop sur l'horaire qui avait été prévu. Dans le cas où le syndic décide une AG avec les votes et une partie en présentiel, comment décide-t-il des personnes physiques qui seraient présentes? Oui, c'est l'hypothèse qu'évoquait, je crois, Jean-Luc tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a prévu une salle avec une capacité qui permet de respecter les distanciations. Il apparaît que les personnes qui se présentent à l'Assemblée générale sont trop nombreuses par rapport à la capacité de la salle. Est-ce qu'on doit refuser l'accès à ces personnes? Est-ce qu'on peut, au moment même de la convocation de l'Assemblée générale, dire qu'elle va être le maximum de personnes? Je pense que oui. La difficulté va être de savoir qui va venir en présentiel. Et c'est ce danger, à savoir la différence entre la capacité de la salle et le nombre potentiel de copropriétaires au sein de la copropriété. Imaginons qu'ils viennent tous pour une fois, alors que d'habitude, le temps d'absentisme est relativement important. Je pense que la mesure de prudence pour le syndic va être, en tout cas, tant que la crise sanitaire se poursuit, et jusqu'au 31 janvier 2021, d'interdire la réunion en présence physique, ou alors pour les petites copropriétés, si on est certain que la capacité de la salle permet à tous les copropriétaires d'être présents physiquement lors de la réunion de l'Assemblée générale. Voilà ce que l'on pouvait vous dire, bien entendu très rapidement et de façon très, très imparfaite sur les grandes lignes du décret du juillet 2020. On a dû faire une sélection, des coupes sombres parfois. J'aurais aimé aborder d'autres points avec vous. Ce sera peut-être l'occasion dans le cadre des formations qui sont organisées par Adilex. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vois que 121 personnes sont encore présentes à cette heure tardive. Je les en remercie. Je vous remercie de votre confiance. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir et bonne soirée.